Dans sa décision rendue le 12 mars dernier, la Cour d'appel de Niamey avait transformé le verdict de 2 ans de prison ferme à 2 ans, dont 1 avec sursis, écroué depuis le 3 avril 2017 pour usage de faux avec son père. Le journaliste Baba Alpha espérait retrouver à la même date cette année parents et amis après avoir purgé sa peine. Mais les autorités nigériennes en ont décidé autrement. Dès sa sortie de prison, il a été expulsé du Niger et interdit de tout séjour sur décision du ministre de l'Intérieur. Baba Alpha représentait-il effectivement une menace pour la sécurité intérieure du Niger? Avait-il besoin d'être expulsé après avoir purgé sa peine? Lui reprocherait-on autre chose à part ce pourquoi il a été condamné? C'est en tout cas l'avis des avocats de la défense qui ont à maintes reprises rappelé que tous ces ennuis aujourd'hui sont dus à sa posture de journaliste vis-à-vis du régime du président Mahamadou Issoufou. Niger, expulsion de Baba Alpha. Le journaliste représente-t-il une menace pour la sécurité intérieure? Ce sera le premier thème en débat sur ce numéro de Angle de Vue. Ensuite, le chef de l'État nigérien a répondu aux détracteurs de sa gouvernance. Pour lui, c'est une minorité qui conteste la loi de finances 2018 qui répond aux aspirations du peuple nigérien. Il s'exprimait sur la chaîne publique nigérienne. L'écrasante majorité des Nigériens ressent-il effectivement les bénéfices de la loi des finances? Pourquoi a-t-on l'impression que la mobilisation de la société civile et de l'opposition ne faiblit pas? L'arrestation et la mise sous mandat de dépôt d'une vingtaine de manifestants n'a en tout cas pas fait fléchir les organisateurs de cette fronde qui ont appelé encore à une autre mobilisation. La journée ville morte à l'appel de principal parti d'opposition a aussi, le 2 avril dernier, été constatée. Quel bilan peut-on faire à mi-parcours 2 ans après la réélection du président Niger, 2 ans après la réélection du président Issoufou? Quel bilan? Ce sera le second thème débattu dans cette émission qui, vous l'aurez compris, sera entièrement consacrée à l'actualité au Niger. À toutes et à tous, bonjour et merci de nous rester fidèles. Niger, expulsion de Baba Alpha. Le journaliste représente-t-il une menace pour la sécurité intérieure? On en parle juste après ceci. Et sur le plateau de Angle de Vue avec nous, Alain Ronla, bonjour. Bonjour Johannes. Vous êtes homme de droit, analyste politique. Face à vous, Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vos chers confrères, bonjour maître. Bonjour, voilà, Moïse. Vous l'avez bien dit, vous êtes journaliste à Soleil FM Bénin. Moïse Soudé, ma première question est pour vous. L'homme a été déposé à la prison, à la première ville malienne sur la frontière entre les deux pays. Baba Alpha est désormais visiblement persona non grata au Niger. Il n'est pas non plus le bienvenu au Mali, parce qu'on l'a déposé vraiment à la frontière, mais a-t-il réellement les papiers qui puissent lui permettre de vivre en tant que Malien? Actuellement, il est sans nationalité. On a dit qu'il est Malien, mais il est né au Niger, il a grandi au Niger, il y a quand même le droit de sol. Donc aujourd'hui, forcément, c'est peut-être ces prises de position qui vont à l'encontre de la politique développée par le régime nigérien qui l'amène à se retrouver dans ce cas-là. Tout compte fait, il a aujourd'hui choisi, et je crois que la meilleure façon pour lui d'être en sécurité, c'est pas de retourner au Mali, ni de revenir au Niger, mais c'est de trouver une autre nation où il aura la paix. Parce que d'ici à là, qu'on suscite un djihadiste pour lui ôter la vie, sous prétexte que c'est un illuminé qui a estimé qu'il faut finir avec ceux-là qui ne font pas la volonté de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, il est dans une certaine insécurité pour sa vie. Donc, il va falloir que les institutions internationales, notamment Reporters sans frontières, se penchent sur son dossier pour qu'on lui trouve quand même un pays où il sera en sécurité, en paix avec sa famille. Voilà. Maître Alain Ronla, il est condamné pour usurpation d'identité, on le sait. Est-ce qu'aujourd'hui, il est déchu de sa nationalité? Est-ce qu'aujourd'hui, Baba Alpha est nigérien? Baba Alpha est-il malien? Baba Alpha est de quelle nationalité, selon vous? Écoutez, Baba Alpha pourrait être de nationalité malienne, comme il pourrait être de nationalité nigérienne. Les autorités nigériennes ont décidé qu'il n'est pas nigérien. Il ne faut pas s'en émouvoir. Voyez-vous, moi, ce qui pose problème dans cette affaire, c'est que l'attitude du gouvernement est de nature à jeter le discrédit sur la procédure judiciaire. Comment donc? Je vous explique. Moi, j'ai confiance
dans la mission de juridiction, c'est-à-dire que l'affaire qui a été portée devant les tribunaux, qui ont condamné une première fois, devant une cour d'appel qui a confirmé le principe de la culpabilité, veut dire effectivement qu'il y a de fortes présomptions que Baba Alpha ait commis les faits qui lui sont reprochés, les faits qui lui sont imputés, c'est-à-dire des problèmes de faux, commis donc à l'occasion de sa demande de naturalisation. C'est bien à ce sujet que la polémique est née et a enflé. Donc, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat judiciaire. Il se trouve que, effectivement, les voix se sont élevées pour dénoncer une instrumentalisation de la justice et donc cette procédure fabriquée pour neutraliser un journaliste actif et engagé. Le gouvernement s'est réfugié derrière la procédure judiciaire. Et si je dois rappeler que c'est quand même le gouvernement qui a déclenché cette procédure, et aujourd'hui donne l'impression de jeter le masque, puisque ce n'est pas par décision de justice que Baba Alpha a été déchu de sa nationalité ni conduit ailleurs. C'est une décision politique, c'est une décision administrative, parce qu'elle a été rendue par Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, qui n'a pas à justifier en quoi il y aurait une menace. Est-ce que c'est un terroriste, un djihadiste, etc. Que Baba Alpha les dérange, ça c'est un fait. Mais que la motivation liée à la menace soit établie, c'est un autre qui ne sera jamais prouvé. Alors, il décide de l'expulser. Une décision, une chose est de décider de l'expulsion, une autre est qu'il trouve un pays d'accueil. Apparemment, le Mali accepte de l'accueillir. Peut-être pour des raisons humanitaires. Il n'est pas d'accord. Pardon ? Il n'a pas envie de résider au Mali. Non, je ne s'occupe pas forcément de son envie. Quand on fait une procédure d'expulsion, si un pays n'est pas d'accord pour vous accueillir, vous ne pouvez pas... Donc, selon vous, les autorités nigériennes se sont assurées déjà que le Mali était prêt à l'accueillir. Mais c'est comme ça qu'on fait les procédures. On ne peut pas vous expulser... Puisque c'est un aller simple et que le Niger estime qu'il est malien. Les autorités maliennes sont nécessairement associées. Bah, écoutez, à cette procédure. Sinon, vous ne pouvez pas traverser leurs frontières. Vous, par exemple, si on vous prend, on ne peut pas vous exiler au Nigeria si le Nigeria n'en veut pas. Ou aux États-Unis. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes de ce pays. Peut-être que ce pays, pour des raisons humanitaires, accepte n'importe quel individu. Ou alors parce que ce pays reconnaît son ressortissant, même si celui-ci a tendance à bouder. Bref, le point constant, c'est que le Mali accepte pour l'instant de le recevoir. L'autre point constant, il n'a jamais été question de l'ignorance de cette nationalité malienne. Puisque s'il y a une demande de naturalisation, puisque si on prétend qu'il est né là, donc ça veut dire qu'il a potentiellement une double nationalité. Tout à fait. Donc le problème n'est pas là non plus. Le problème est qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que c'est une décision intelligente? Pour moi, non. Parce que le gouvernement, comme toujours, fait preuve de maladresse et d'étroitesse d'esprit en tirant au bazooka sur une fourmi. Je ne pense pas que Baba Alpha soit aussi dangereux que ça. On ne peut pas être dangereux avec une plume. Et surtout si on écrit vraiment n'importe quoi. Donc ça veut dire que Baba Alpha écrit des choses gênantes. Donc ça veut dire que le gouvernement se mouche. Voyez-vous ce que je veux dire? La deuxième chose, ils ne sont pas éternels au pouvoir. Une autre équipe viendra, les choses pourraient rentrer dans l'ordre. Mais avant et surtout, il y a encore des voies de recours. Puisqu'il s'agit d'une décision administrative qui est susceptible de recours. Le Niger est un État quand même de droit, un État démocratique. Ça ne veut pas dire que les autorités ont souci de cette démocratie. Ça s'imposera aux autorités. On peut saisir les tribunaux qui diront le droit. Et compte tenu des accords qui lient le Mali, les accords sous-régionaux, etc., cela m'étonnerait qu'en l'absence de justificatif, parce que devant les juridictions, le ministre de l'Intérieur devra se justifier et démontrer qu'il a de vraies raisons d'éloigner Baba Alpha. Donc, il y a ces recours qui permettront que le droit soit dit et que Baba Alpha recouvre ses droits, c'est-à-dire non seulement celui d'être citoyen nigérien, mais tout au moins celui de la résidence
pour tout citoyen africain, pour tout citoyen, tout ressortissant de l'Afrique de l'Ouest, le droit à la résidence dans ce pays Niger, qui a également le pouvoir d'éloigner les indésirables. Voilà, Baba Alpha, qui, on le rappelle, aura passé 35 ans de sa vie au Niger, qui est donc son âge. Je reste... Non, je dirais, avec cette expulsion, le gouvernement nigérien met la CEDEAO dans de très graves difficultés. Voilà, c'était donc ma question, Moïse Soudé. On parle de libre circulation des personnes et des biens. On dit que, tout ressortissant d'un pays de la CEDEAO peut aller librement résider, travailler, aller et venir, faire son business dans des pays limitrophes. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ces principes-là ou ces accords-là qui lient les États se retrouvent quelque peu en difficulté avec ce cas. Non, vous savez, cela prouve que le gouvernement nigérien n'est pas intéressé par ce qui est proposé au niveau de la CEDEAO, parce qu'on a parlé d'intégration régionale. Le président Mamadou Issoufou est fer de lance de tous les accords. Non, vous savez, en fonction des intérêts que vous défendez, vous respectez les accords qu'il voulait avec les autres nations. C'est ça. Aujourd'hui, pour lui, Baba Alpha est un problème. Et je voulais rappeler au maître que un journaliste avec sa plume, ça fait mal. Vous pouvez demander à Karim Ouad au Sénégal, avec Latif Coulibaly, qui est son tombeur. Parce que quand un journaliste se décide à mettre à nu tout ce que vous cachez, c'est pas bon pour vous. Et aujourd'hui, le journaliste, il a écrit, on dit qu'il fait des critiques vis-à-vis des actions du gouvernement. Oui, Soudé, est-ce que dans votre travail de journaliste, c'est une pression que vous ressentez parfois? Est-ce que vous recevez des coups de fil? Est-ce que vous recevez des pressions de ce type dans l'exercice de votre fonction? Vous savez, vous finissez de faire une émission où vous dites ce qu'il faut dire et le téléphone, ça crépite. Il y a des gens qui vous remontent le bouteille, qui estiment que vous travaillez pour un homme. Et pourtant, ce que vous dites, on ne vous dit pas ce que vous dites est faux. Nous, on dit, vous ne devriez pas dire ça. Et je crois qu'un gouvernement qui veut installer la dictature, comme ce qu'on observe au Niger, on est en train de bâillonner la presse, on empêche la presse de faire son travail. Parce que ce journaliste-là, il est ce qu'on appelle un journaliste engagé. C'est la voix des sans-voix. Quand vous brimez le peuple, quand vous volez le bien du peuple, il y a des gens qui, en dépit de leur conscience professionnelle, mettent à nu ce qui se passe. Et comme ça, parce qu'il a eu des prises de position, vous bafouez les lois qui régissent la CEDEAO. Et ça peut faire des émules. Ça peut encourager d'autres présidents de la sous-région à se comporter de la même manière. Aujourd'hui, si il est né au Niger, il a grandi au Niger, il a fait ses études au Niger, il a épousé une Nigérienne. Et à cause de ses prises de position, on l'accuse de vouloir déstabiliser un État. Parce que c'est ça. Et en quoi? Parce qu'il informe le peuple. Il appelle à une certaine prise de conscience. Et c'est ça que le gouvernement n'a pas aimé. Qu'on dise faux et usage de faux par rapport à la demande de nationalité, ça c'est un prétexte. C'est un prétexte qu'on a utilisé. Et ce qui se passe là, a dit que si le Mali se décide aujourd'hui à faire la même chose avec les Nigériens vivant sur son sol, ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Le Mali se décide pour dire, un de mes fils a été expulsé au sous de fallacieux prétextes, j'en ferai de même pour les ressortissants nigériens qui exercent sur mon territoire. Ça va donner quoi au niveau de la CEDEAO? Je crois qu'il va falloir qu'au-delà de toute politique, au-delà de nos ambitions, les chefs d'État africains doivent faire l'effort de respecter les principes qui régissent les organisations sous-régionales. Parce qu'on a dit libre circulation des personnes et des biens. On parle d'intégration régionale. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, un Béninois installé au Niger ne peut pas agir selon sa conscience. Il sera obligé peut-être d'encourager des actes barbares. Il sera peut-être obligé d'encourager l'injustice de peur qu'on ne l'expulse. Il va falloir qu'à la prochaine rencontre des chefs d'État de la CEDEAO, que cela soit un point. S'il y a des problèmes, on peut les régler autrement. Mais on ne peut pas se lever d'un jour parce qu'on le met à la frontière. Il n'a pas de papier. Il ne peut pas circuler au Mali. Aujourd'hui, puisque il peut pas selon ce qui a été dit, effectivement, c'est que les papiers incriminés qui ont été à la base de sa condamnation lui ont été confisqués. Donc, c'est seulement avec l'aller simple qui est peut-être le papier délivré à la police, qui l'a conduite à la frontière, qui est ce qu'il a comme papier. Maître Alain Roula, je voudrais revenir avec vous. L'homme s'est prononcé dans une audio qui a circulé notamment sur les réseaux sociaux. Son premier appel a été un appel à la responsabilité
et au calme. Est-ce que c'est un message qui peut aussi avoir écho aujourd'hui? Forcément, il a ses admirateurs, mais vous permettrez que je vide rapidement. Non, parce que ça, c'est ce qui est fondamental. Il ne faut pas que la passion nous amène. C'est vrai que le gouvernement ne fait pas les choses bien, à comprendre de travers les principes. Libre circulation des personnes, c'est un fait qui est d'ailleurs pas partagé par tous les États, ne veut pas dire que un État n'est pas libre d'expulser tout fouteur de merde, en quelque sorte. On ne va pas, sous prétexte de libre circulation, permettre, par exemple, l'importation du terrorisme. Vous voyez, il y a ces instruments. Mais nous ne sommes pas dans cette situation. Non, attendez, le pouvoir existe. Les droits sont là, les devoirs sont là. Le gouvernement nigérien, quels que soient les accords auxquels il est parti, n'est pas obligé de garder sur son territoire des fauteurs de troubles. La question, c'est de savoir quel usage intelligent ou malveillant le gouvernement en fait. Est-ce que le cas du journaliste Alpha Baba appelle cet extrémisme? Pour l'instant, avantage au gouvernement, qui est à même d'avoir seul les éléments de cette appréciation. Présumons-les de bonne foi, même si je sais qu'ils ne le sont pas. Dans la mesure où les recours existent, les instruments sous-régionaux seront appelés et on mesurera si les motivations sont conformes ou non à la loi ou aux différentes conventions. Mais je vous rappelle qu'on n'expulse pas vers n'importe quel pays. Si le pays d'accueil n'est pas d'accord, ne peut pas jeter la personne. Est-ce que vous imaginez qu'on prenne un Béninois ou un étranger qui ne serait pas togolais et qu'on le jette à la frontière? Ce n'est pas possible, puisqu'il faut faire des formalités. Donc, il faut déjà que le pays d'accueil soit disposé à recevoir le sujet. Donc, pas d'amalgame, voyez-vous. Et cet appel au calme, bon, je pense que ça relève d'une certaine posture. Je pense que le personnage a mûri et prend avantage de la situation de victime dans laquelle il se trouve pour apaiser des partisans qui n'auront rien à faire que de constater ce qu'il y a sur place. Et je crois aussi que c'est une manière de ménager la recevabilité et l'examen des recours auxquels j'invite le journaliste et tous ceux qui l'aiment, afin que le débat juridique ait lieu et probablement en sa faveur, parce que je ne crois pas qu'il y ait eu un péché si grand pour qu'on en arrive à de telles extrémités. Mais cet appel à l'apaisement aura le mouvement, aura les résultats contraires. Pourquoi, selon vous? Vous savez, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, certainement, journaliste non nigérien à exercer sur le territoire nigérien. Il n'est pas le seul journaliste non nigérien être né là, avoir grandi là. Et les autres journalistes qui se retrouvent dans la même situation que lui sont installés dans une certaine insécurité. Ça veut dire quoi? Que de façon involontaire, on est en train de bâillonner la presse. Parce que dans la presse privée, dans tous les pays, vous avez des gens de nationalité étrangère. Et quand ça s'est déjà passé avec Alpha Baba, forcément, les autres journalistes qui se retrouvent dans ce cas de figure ne vont plus peut-être faire consciencieusement leur travail. Ils vont se dire, si je ne sais pas écrire, cela pourrait m'arriver. Un média... bien sûr, oui, Johannes, non, il ne faut pas nous couper. Le vrai débat, il est là. Je voudrais, quand je dis qu'il ne faut pas faire l'amalgame, vous observerez que son père n'a pas été expulsé. Donc ça veut dire que les choses ne sont pas mélangées. Ce n'est pas vrai de lier... N'est-ce pas bizarre que son père ne soit pas expulsé? Ce n'est pas bizarre, ça veut dire au moins que la part des choses est faite. Le père a été condamné, il a purgé sa peine, mais il n'a pas fait l'objet de cette mesure d'expulsion. Baba Alpha dérange, ça c'est incontestable. Pourquoi lier forcément à sa profession de journaliste les déboires qui sont les siennes? Nous savons où se trouve le problème. Le problème, c'est qu'il écrit contre le régime, qu'il est virulent et qu'il a effectivement une certaine audience. Mais il ne faut pas que ça masque
les faiblesses du personnage qui a été pris. Ce que je suis en train de dire, s'il a été condamné en première instance et en appel, c'est qu'il y a forcément un problème. Et quand on crie sur sa nationalité, s'il était nigérien d'origine, il n'aurait pas eu besoin de naturalisation et se faire prendre. On lui reproche officiellement d'avoir usé de mauvais procédés, donc de faux, pour l'établissement de sa nationalité à laquelle il a probablement... Mais non, maître, quand vous lisez Attendez, l'arrêté qui a été signé par le ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qu'on dit? On dit atteinte à la sécurité intérieure. Vous avez compris, je dis que ce n'est pas lié au procès. Je fais la part des choses. C'est une décision du ministre de l'Intérieur, c'est pas une décision de justice. C'est pas parce que le ministre de l'Intérieur donc fait une ça. autorité administrative, Mais bien sûr, qui n'est pas liée à je ne nie pas judiciaire. que le régime n'aime pas des gens comme Baba Alpha. Mais comme nous devons être clairs dans le débat, on peut aussi déchoir quelqu'un de sa nationalité. C'est-à-dire que si vous êtes béninois ou nigérien et que vous commettez un crime, et la loi le prévoit, un crime insoutenable pour le pays, on peut dire vous n'êtes pas digne d'être de notre pays, bien que vous y soyez né, de parents béninois, etc., un peu comme on peut déshériter. Donc, qu'on conteste la nationalité de Baba Alpha, c'est pas nouveau, c'est pas étonnant, ce n'est pas inédit. Voilà. Alors, Maître Alain Orunla, un conseil aux autorités nigériennes dans ce dossier avant de passer à autre chose? Écoutez, nul n'est dupe. Je crois que ils peuvent faire économie de ces manœuvres d'intimidation qui ne parviendront jamais à masquer leurs limites dans la gouvernance du Niger. Et aux autres, je demande toujours de faire confiance au droit et d'exercer les recours appropriés. Voilà. C'est surtout un conseil en direction du camp Baba Alpha. Voilà, l'avis de l'homme de droit. Écoutez, les présidents qui ont des relents dictatoriaux s'en foutent de la justice. Honnêtement, ils s'en foutent de la justice. La justice a condamné, mais le ministre, juste pas un arrêté, à renvoyer, à expulser quelqu'un. Donc je dis, quand on veut installer sa dictature, on s'en fout de la justice, parce que généralement, il y a des décisions de justice qui n'arrangent pas forcément les gouvernants, étant donné qu'ils ont un plan, ils ont des objectifs bien précis qu'ils veulent développer, ils vont contre la loi. Donc je dis, les confrères étrangers exerçant sur le territoire nigérien doivent désormais contrôler leur plume. Voilà. Face à l'actualité au Niger, le président Issoufou s'est prononcé, une sortie qui coïncidait avec la date de l'an 2 de sa réélection. On en parle juste après l'intermède. On peut parler. C'est juste ça. Niger, 2 ans après la réélection du président Issoufou, quel bilan? Le débat se poursuit avec vous, messieurs. Alain Orunla, homme de droit, analyste politique. Face à vous, toujours Moïse Soudé, journaliste à Soleil FM Bénin. Maître Alain Orunla, la loi de finances 2018 est contestée par une minorité des Nigériens. C'est en tout cas l'essentiel de la communication du président Issoufou à la télévision nationale. Mais c'est toujours ce que font les mauvais élèves de la démocratie. On considère que c'est toujours la minorité qui s'agite. Les mouvements peuvent être durs. On connaît, ça existe aussi dans les grandes démocraties. Quand il y a des manifestations, c'est toujours 10 000 personnes selon les organisateurs et c'est toujours 1000 personnes ou 100 selon les chiffres officiels. Non, cette loi de finances est révélatrice des gros problèmes de gouvernance qu'il y a au Niger. Le premier problème, c'est que la réélection du président Mamadou Issoufou est une réélection, un hold-up électoral, puisque les faits sont constants. Ça n'a pas été un débat démocratique, puisque le principal opposant n'a pas été mis en mesure de faire une campagne efficace, cependant qu'il est parvenu au second tour et que c'est un tour de passe-passe qui a permis au président Issoufou de se faire réélire. Donc il y a ce problème, non pas de légalité de l'élection, mais de légitimité qui se pose. Même s'il gagne, ça n'a pas été à la régulière. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les ressources découvertes au Niger, en particulier l'uranium, ne donnent pas les recettes sur lesquelles on aurait pu compter. Vous savez, avec toutes les catastrophes qu'il y a, l'uranium ne fait plus véritablement recette, donc l'argent qu'on aurait pu prédater, il n'y en a pas assez. Vous ajoutez ça à la gabegie ambiante, tout ceci oblige le gouvernement à durcir le ton
et à faire peser sur les populations le coût du train de vie de l'État, etc., etc. Et forcément, tout ça engendre un cocktail Molotov très dangereux qui met les populations dehors. Ça résiste, ça grogne, ça conteste pour toutes ces raisons. Et comme nos dirigeants ne sont pas les meilleurs élèves de la démocratie et de l'intelligence, on veut bâillonner, on force le passage, on s'impose, surtout lorsqu'on a la cote. Parce que si je fais le bilan des 2 ans, le gouvernement n'a pas pu tenir ses promesses et ne pourra pas les tenir. J'ai même lu quelque part qu'on dit que le président Issoufou est le président des premières pierres. On connaît ça, il inaugure, mais il n'a jamais les moyens de finir. Mais il y a quand même des infrastructures qui ont vu le jour au Niger. Oui, qui démarrent. Il y a des ponts. Oui, il y a un 3e pont en projet. Il y a l'hôpital, notamment. Oui, il y a tout ça, on est bien d'accord. C'est ce que j'appelle service minimum. Il ne faut pas qu'on se flatte avec ces histoires. Cependant que, bon, il paraît qu'il a la cote à l'international, puisque, bon, d'ailleurs que la sécurité engloutit tout, hein, il y a les terroristes, donc on augmente les budgets de la défense, on prend le fruit des accords militaires, etc. Donc c'est un bon élève de la classe internationale, je crois que ça suffit pour qu'on l'impose aux pauvres Nigériens qui ne demandent qu'à vivre un peu de démocratie, un peu plus de démocratie, je veux dire. Moïse Soudé, le président estime que que la loi de finances 2018 répond aux aspirations du peuple. Qu'est-ce qui, selon vous, permet d'affirmer ou d'infirmer cette assertion-là du président? Non, vous savez, c'est pas un discours propre au président nigérien. C'est vrai. C'est pas un discours propre au président nigérien, c'est propre à tous les présidents africains. Il parle du peuple. De quel peuple? De quel peuple? Et souvent, quand on veut dénoncer, on dit que c'est une majorité. Donc, une minorité. Une minorité. De dissidents et d'intoxicateurs. Non, c'est pas bon. Vous savez, quand le peuple vous fait confiance et vous confie le pouvoir, le peuple ne vous demande pas de lui donner des milliards. Le peuple demande que vous lui donnez le minimum. Un peu de pain, un peu de paix. Mais quand le peuple constate qu'il n'y a ni pain, ni paix, c'est normal que le peuple descende dans la rue. Parce que vous voyez, l'uranium aujourd'hui du Niger fait que même quand le Niger en griffe décolle, personne ne peut lui taper dessus. Le peuple réclame, parce que dans cette loi de finances, on fait payer au peuple la gabégie. Parce que quand vous instaurez des taxes, quand vous instaurez des impôts, et que c'est le peuple qui doit payer, alors que ce que le peuple doit gagner, normalement, ne lui levez pas de doigt, c'est normal. Il y a des intellectuels, il y a des personnes éclairées, pour sauver leur vie, sont obligés de se taire. Et vous allez voir, quand je vais revenir sur le cas de Alpha Baba, ça fait partie des éclaireurs. Et ceux-là, on n'en veut pas, que ce soit les journalistes, que ce soit la société civile, que ce soit l'opposition. Ceux qui peuvent aider le peuple à prendre conscience ne sont pas les bienvenus. Et c'est ce qui se passe. Quand les gens dansaient dans les rues, on est capable de dire que c'est un homme politique qui est derrière. Mais on oublie que le peuple, à un moment donné, si le peuple est fatigué de ce qui se passe, si le peuple voit le luxe insolent dans lequel vous vivez, vous ne pouvez pas interdire à ce peuple-là. Même si c'est 2 brebis tondues qui descendent dans la rue, c'est leur droit de réclamer le bien-être. Parce que vous avez été élu pour faire le bonheur de votre peuple et non de faire le bonheur de votre famille et de vos copains. Le président Issoufou a reconnu le droit de cette minorité-là de sortir dans la rue et de manifester. L'essentiel, c'est de le faire selon les règles en vigueur au Niger. C'est ce cynisme démocratique. On dit la différence entre une dictature et une démocratie. La dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. Je crois que le président Issoufou, comme la plupart de ses compères d'Afrique, ont le chic d'être pompier et pyromane. C'est-à-dire, on met tout en œuvre pour bâillonner l'opposition, les voix discordantes, parce que ça les gêne. Hein? Et si ça les gêne, c'est parce qu'ils ont des choses à se reprocher. Et bon, quand les caméras se présentent, on joue aux démocrates bonté en disant c'est leur droit, etc., pour banaliser tout ceci. Je me sépare un peu de Moïse lorsqu'il dit qu'ils ont été élus. Si Moïse m'a bien suivi, ils n'ont pas été élus. Ils ont braqué le pouvoir. Ça se passe toujours comme ça. C'est-à-dire que nos dirigeants ne sont pas toujours l'émanation des aspirations des peuples. Parce que le vote est truqué, il est influencé. Dans un bon régime, les gouvernants sont proprement issus de ce qu'on recherche. Et ce n'est pas tout. Quand c'est des bons gouvernements, ils doivent d'abord tenir compte de la minorité. C'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on a le droit et le pouvoir de faire tout et n'importe quoi ou de négliger la minorité. Donc un bon dirigeant, il s'occupe d'abord de ceux
qui ne sont pas contents de lui, qui se méfient de lui. Donc se réfugier derrière ces arguties, ça peut tromper les ignares, les incultes, ça ne trompe pas. Mais je vous rappelle, oui. et je le dis, je vais répéter, c'est au Bénin seul. Quand on est président de la République, on a tous les pouvoirs, on organise sa réélection, on échoue. Dans les autres pays, c'est fini. Dans les autres pays de la sous-région, on met tout en œuvre pour sa réélection. Oui, on peut être élu à 5%, mais on fait tout pour garder le pouvoir. C'est au Bénin seul qu'on a le pouvoir d'organiser un échou. Ça ne veut pas dire que la tentation n'existe pas chez eux et c'est pas qu'au Bénin. Voilà. Ça se passe aussi ailleurs. Donc, tout ça, c'est par manque d'honnêteté, par manque d'intelligence, par manque de vision. Voyez-vous, parce que ça rattrape toujours. Quand vous usurpez le pouvoir, quand vous ne l'exercez pas dans le dessein pour lequel vous avez été élu, vous finissez toujours par vous entortiller. Donc autant laisser les vannes s'ouvrir. Un bon démocrate ne craint pas la critique. Quelqu'un qui travaille bien ne dit pas que ce qu'il fait est parfait. Ça laisse toujours des failles. Et si vous empêchez quelqu'un de le dire, c'est le signe que vous savez que vous n'êtes pas fait pour le job. Voilà. Ça se passe ainsi dans les grandes nations. Voilà. Moïse Soudé, le programme Renaissance du président Issoufou, nous allons en parler 2 ans après. Quel bilan faites-vous? Est-ce que tout est forcément à rejeter? Non, vous savez, tout à l'heure, vous avez évoqué quelques actions. Ça, c'est trompe-œil, quoi. C'est-à-dire, on vous laisse apprécier quelques actions, mais en dessous, on fait autre chose. Parce que ce serait malsain de la part du président de faire son mandat sans poser quelques actions d'éclair. Et c'est ce qui se passe. Parce qu'on dit renaissance. Aujourd'hui, les réalités sont là. Une minorité descend dans la rue et réclame le bien-être. On a dit une minorité. Est-ce qu'on veut me dire que la majorité est bien lotie? Non. La majorité, elle est amorphe, elle n'a pas le courage de réclamer ce que... Parce que ce que le peuple demande, c'est ce qu'il revient de droit. On dit, le train qui vient à l'heure n'intéresse personne, parce que le train a pour vocation d'être à l'heure. C'est quand le train vient en retard. Le président s'est fait élire pour développer le pays, pour mettre les Nigériens à l'aise. Mais quand il ne le fait pas, qu'on permette aux Nigériens de réagir. Et c'est normal. J'ai dit, ce projet-là, c'est un bilan. Est-ce que je vais parler de mitigé? Est-ce qu'il y a même bilan? À mon avis, il n'y a pas bilan. Parce que le président passe tout son temps à voir le mal partout. Vu que les conditions de sa réélection ne sont pas les bonnes conditions, les gens contestent, donc ils voient le mal partout. Il se dit, quel que soit ce que je ferai, il y aura toujours des gens qui veulent contester, alors qu'il ne fait rien. Il doit prouver aux Nigériens, pendant le temps qu'il lui reste, qu'il est là pour le bien-être du pays. Parce que construire un centre de santé quelque part, construire une école quelque part, ce n'est pas ça. Je dis, le peuple a besoin de manger. Quand les gens n'ont pas un bon salaire, quand les gens ne peuvent pas se soigner correctement, quand les gens ne peuvent pas mener leurs activités en sécurité, ça pose problème. Alors que le président et son clan vivent une vie de pacha, ce n'est pas normal. Ça veut dire que vous avez élaboré un plan pour vous et vos copains. La grande majorité, on s'en fout. Maître Alain Onla, la mobilisation de la société civile, on va en parler. Est-ce que c'est quelque chose qui traduit quand même un certain malaise? Est-ce que... Incontestablement, c'est ce que je disais dans mes développements. Bon, les politiques font ce qu'ils ont à faire, nous on décrypte. Le ministre des Finances, M. Massaoudou, Assoumi Massaoudou, il est dans son rôle. Son budget est parfait. Et il le défend. Non, pour tenir compte des réalités. C'est le président Issoufou lui-même qui paraphrase Lénine en disant quand les principes et la réalité, il préfère donner la priorité à la réalité. Condition de ne pas se mettre à genoux devant. Je crois que c'est l'une de ses phrases préférées. Un budget, c'est des ressources et des dépenses. Les sources de ressources sont limitées. Elles sont taries. Parmi les dépenses, il y en a qui sont impératives. Le besoin de sécurité est là, on ne peut pas le nier. Je crois que c'est ça qui absorbe tout. Donc forcément, ce besoin est satisfait au détriment de ce qui doit aller à la population, c'est-à-dire les dépenses de santé, les dépenses pour l'éducation, les dépenses sociales. C'est une évidence. Même les dépenses de la justice, qui est mon secteur privilégié, et qui n'occupe que 1% du budget nigérien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire dans la réalité. Nous, au Bénin, c'est ça. Non, ça n'a pas de sens, voyez-vous. Donc, quand c'est comme ça, et que les rêveries selon lesquelles il y aurait des bailleurs de fonds, des amis qui vont nous donner de l'argent s'étiolent,
il ne vous reste plus qu'à taper sur les populations. D'où la tentation d'augmenter les taxes, d'en créer, et dans le même temps, c'est ça qui est paradoxal, d'alléger les taxes sur les grands groupes, et en particulier la téléphonie mobile. Donc les Nigériens qui vivent cette situation difficile, compliquée, paradoxale, protestent et on dit qu'ils ne doivent pas protester. Donc le malaise, il est là. Le gouvernement a toujours passé son temps à mentir parce que nos dirigeants pensent que la politique, c'est des tours de passe-passe. C'est de la manipulation. Voilà, c'est ça l'incompréhension. Et moi, je crois qu'il faut se dire la vérité. Ils ont pris le pouvoir, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas capables, donc c'est sauf qui peut. On se préserve, on expose les populations. Au lieu de leur expliquer les choses, de faire des sacrifices communs, on dit qu'ils doivent se taire, c'est comme ça et pas autrement. Voilà le décalage. Voilà. Moïse Soudé, aujourd'hui, plusieurs militants de la société civile sont arrêtés, plusieurs manifestants aussi, une vingtaine notamment, certains sont déposés en prison. La société civile ou l'opinion estime que c'est pour décapiter le mouvement, puisque plusieurs leaders, notamment Ali Idrissa, Noum, plusieurs sont aujourd'hui déposés dans différentes prisons. Vous savez, en l'absence d'une opposition organisée, c'est la société civile qui joue le rôle. Et au niveau de la société civile, il y a des têtes de pont. Il y a des gens qui prennent les devants. Et ils sont tous aujourd'hui en prison. Ok, ça veut dire quoi? Quand on a choisi décapiter la société civile, et ce n'est pas seulement au Niger. Souffrez que dans la plupart des pays, nous avons vu dans certains pays les citoyens. Aujourd'hui, c'est le moment des esprits. Il y en a marre au Sénégal. Arrivé à un moment donné, quand la société civile aide certains hommes politiques à conquérir le pouvoir, dès qu'on arrive au pouvoir, ce sont les premiers qu'il faut abattre. Donc aujourd'hui, le président nigérien veut s'installer dans de la dictature. Et ceux qui peuvent contester tout ce qui se passe, il faut s'occuper d'eux. Et c'est ça qui se passe. Après la société civile, vous avez dit, les journalistes, ça va arriver. Et aujourd'hui, il s'ouvre un boulevard. Il va agir sans que personne ne réagisse. Parce que la prochaine fois que cette minorité va descendre dans les rues, on va les mater, il y aura des morts. Désormais, plus personne ne prendra le risque de descendre dans les rues. On va prier seulement pour que ce président s'en aille et qu'on ait la paix. Voilà. Les militants du Modène FA Lumana, principal parti d'opposition, craignent aussi pour leur sécurité. Maître Alain Onla, le porte-parole Diaspora Moussa Idrissa, dans une récente interview, expliquait que lui, il a dû prendre le chemin de l'exil. Est-ce que c'est quelque chose qui est réel? Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui cette peur-là ou ces pressions-là qui font que un Nigérien... C'est pas... D'ailleurs, on est injuste en focalisant sur le Niger, mais bon, on a un cadre de discussion. Ce qui se fait au Niger se fait au Togo, au Bénin. On crée la psychose. Si vous n'êtes pas courageux, surtout pour nous qui avons goûté un peu à l'exil, on a envie de partir tous les jours, toutes les heures. On crée la psychose, on vous met dans une situation d'insécurité psychologique et au Niger, on est passé après. Sinon, comment expliquer, par exemple, l'incarcération dans une affaire douteuse, en tout cas controversée, d'un personnage, d'une personnalité comme le président Amadou, qui était président de l'Assemblée, qui était Premier ministre, qui était là depuis avec Séni Kounché, qui a contribué à l'élection du président Mamadou Issifou. On l'incarcère. Donc, si l'un des gros baobabs de la politique au Niger a pu se faire bluffer de cette façon, les autres, c'est des menus frétins. Vous-même avez dit que les leaders d'opinion, qu'ils soient syndicalistes ou de la société civile, moi, je ne crois pas trop à la notion de société civile, tout est politique. Si les leaders sont décapités et mis en tôle, c'est tout à fait normal et compréhensible que d'autres prennent leurs jambes à leur cou et se réfugie ailleurs. Vous voyez, c'est le cas, par exemple, du président Mamadou Issifou qui ne peut pas rentrer chez lui. Donc, la psychose est là, c'est un problème réel. Maintenant, est-ce que c'est la bonne solution? Ça, chacun apprécie. Mais la solution n'est pas toujours de fuir, comme Moïse l'a suggéré à son ami et confrère Baba Alpha, en disant qu'il ne faut pas écrire. Non, c'est maintenant qu'il faut se déchaîner. Il faut écrire. Parce que refuser d'écrire ou contrôler sa plume, c'est donner une prime au terrorisme d'État. Maître Alain Onla, je reste avec vous. L'éternel procès à Mahamadou, vous en parliez rapidement. La Cour constitutionnelle nigérienne s'est prononcée sur l'exception soulevée par la défense. Que peut-on retenir à ce stade?
Pas grand-chose. Moi, j'ai lu la décision qui déclare conforme à la Constitution le texte critiqué par mon confrère de la Défense, mais qui fait une nuance que je n'arrive pas à saisir, à cerner. Pour résumer, le Code de procédure pénale nigérien oblige celui qui fait un pourvoi en cassation et qui a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à 6 mois à se mettre en prison avant que son recours en cassation soit déclaré recevable. Donc mes confrères de la Défense ont estimé, c'est vrai, que ce texte viole tout au moins la présomption d'innocence, et la Cour constitutionnelle a dit que, en faisant un raisonnement alambiqué, qu'effectivement, ça pose un problème, mais comme on peut être dispensé de cette mise en état en quelque sorte, il est bon, il est conforme. Ce qui veut dire que la Cour suprême peut faire ce qu'elle veut. Puisque la Cour constitutionnelle dit le texte critiqué est conforme à la Constitution, à condition que son application ne viole pas la présomption d'innocence. Doit-on retourner dans un autre procès? Est-ce que l'affaire doit encore être jugée? Est-ce que c'est ce que cela dit ou non, l'affaire n'est pas... Elle a été jugée déjà par le tribunal correctionnel, par la cour d'appel. Et donc, quand on va devant la Cour suprême, sur pourvoi, c'est pour que la Cour suprême examine la légalité ou la conformité aux principes et à la loi de la procédure qui a été suivie. Elle n'est pas là pour dire un tel a bien fait ce qui lui est reproché, etc. Mais avant d'examiner cela, il y a une question de recevabilité. On dit d'abord, vous frappez à la porte, on dit entrez ou n'entrez pas avant qu'on vous écoute. Donc le dispositif pénal nigérien, oblige quelqu'un qui a été condamné à une peine d'emprisonnement d'être en prison pour la recevabilité de son pourvoi. Et c'est ça qui a été critiqué. Parce que si la personne est en prison, elle exécute une peine qui pourrait être remise en cause si le jeu est fait régulièrement. Donc c'est vrai que c'est un texte qui pose un problème au regard de la présomption d'innocence. Mais la Cour constitutionnelle n'a pas répondu franchement. Elle avait à dire, le texte de l'article 375 ou 579, je crois, ce texte est contraire à la Constitution ou conforme à la Constitution. La Cour constitutionnelle a dit, le texte est conforme à la Constitution, à condition que nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ce qui veut dire que la Cour suprême est libre de déchoir le président Mahamadou de son pouvoir en cassation, comme elle peut, si on doit suivre quand même l'esprit sibyllin de la décision de la Cour constitutionnelle, peut dire que non, même s'il n'est pas en état, même s'il n'est pas en prison, nous déclarons son pouvoir recevable, mais s'ils font ça, ce sera vraisemblablement pour botter en touche. Parce que moi, je fais mon pronostic, si les choses sont suivies régulièrement, les procédures qui ont été suivies dans ce dossier ne sont pas conformes à la loi nigérienne. Voilà, Maître Alain, rapidement, les opposants. Non, vous savez, la Cour constitutionnelle n'a pas le choix. Les régimes dictatoriaux ont envie de caporaliser toutes les institutions. Et c'est ce qui se passe au Niger est symptomatique de ce qui se passe dans la plupart de nos pays. Donc il va falloir qu'une nouvelle révolution naisse dans les pays. Et je ne dis pas aux confrères, je dis aux confrères étrangers qui exercent au Niger pour ne pas subir pour ne pas subir le sort de Baba Alpha, d'être tranquille et que les nationaux agissent pour défendre leur nation. Voilà, votre avis, il est clair. Moïse Soudé, journaliste à Soleil FM Bénin, face à vous, Alain Roula, homme de droit, analyste politique. 2 thèmes étaient en débat aujourd'hui. Niger, expulsion de Baba Alpha. Le journaliste représente-t-il une menace pour la sécurité intérieure? Second débat, Niger, 2 ans après la réélection du président Issoufou. Quel bilan? Ce sera donc tout pour ce nouveau numéro de Angle de vue. D'ici là, portez-vous bien pour un autre numéro. Merci de rester fidèle à Sika. À bientôt.